Bonjour, bienvenue dans cette deuxième émission de réformateur.com ou lesréférendums.com si vous préférez. Deuxième émission d'une longue série consacrée à toutes ces anomalies, aberrations ou à l'inverse à ces carences qui n'ont pas encore été signalées ou dénoncées jusqu'à présent, que l'on appellera des scoops. Et la deuxième que nous allons voir aujourd'hui est un scoop ou une aberration consacrée à ces nombreux sondages sur Internet faits pour de grands médias, comme par exemple pour le Parisien, etc., où 89% des Français rejettent la politique, les partis politiques et les politiciens. Donc ces sondages, on peut les retrouver effectivement sur Internet en tapant 89% des Français rejettent la politique ou 89% des Français rejettent les politiciens ou 89% des Français rejettent les partis. Donc, ce pourcentage a fortement augmenté depuis 5 ans, puisqu'il était avant à 83%. Là, nous sommes passés à 89%. Donc, vous les retrouverez donc sur Internet. Et l'on y voit aussi que 89% des Français ont une très mauvaise opinion de la politique. Alors, on y lit aussi que 90% des Français ne leur font plus confiance. Donc là, je parle des partis politiques. 93% ne les trouvent pas honnêtes, 94% les trouvent non crédibles et 90% les trouvent loin des préoccupations des Français. Alors, là encore, l'aberration consiste en ce que personne n'en ait jamais encore recherché les causes. Alors, quand on voit tel chiffre, c'est évidemment un rejet et un véritable camouflet. Alors, la première de ces causes, c'est que la politique est inchangée depuis 2 siècles. Elle est actuellement trop conservatrice, et elle est forcément devenue vieillotte, obsolète, désuète, voire ringarde, à l'image de cette coûteuse et antique garde républicaine à cheval, sabre au clair en tenue d'époque, casque à queue de cheval, ceci étant d'un autre temps, la présidence française étant la seule attachée et tournée ainsi vers cette image du passé. De même pour la démocratie, est totalement inchangée depuis 2 siècles. Elle est toujours seulement représentative et passive. Les Français sont seulement gouvernés, administrés, dirigés et représentés. Représentés par des élus. La moitié de ces élus étant élus eux-mêmes, non pas par le peuple, mais par de grands électeurs. Or, les Français ne sont pas donc assistés, mais, on l'a bien dit, sont totalement représentés. Cette différence terminologique est donc la même que celle entre la curatelle et le grade au-dessus, c'est-à-dire la tutelle, où on est représenté. Autrement dit, on traite les Français comme des incapables majeurs, c'est-à-dire comme des attardés mentaux et des incapables intellectuels. Certes, en 1789, la très grande majorité d'entre eux étaient analphabètes et illettrés, et signés d'une croix, et avaient besoin donc d'être représentés. Mais nous ne sommes plus en 1789. Et depuis 2 siècles, la démocratie non plus n'a pas évolué. Elle consiste toujours seulement à se déplacer une fois tous les 5 ans seulement pour mettre 2 bulletins dans l'urne et basta. Alors on peut même parler dès lors d'une absence totale de démocratie, puisque l'expression et la manifestation de la démocratie souveraine et du peuple souverain, c'est bien sûr ce fameux vox populi, vox dei, littéralement voix du peuple, voix de Dieu, c'est-à-dire la volonté populaire, le référendum. Or, il n'y a eu qu'un seul référendum interne depuis 1969, donc en 50 ans, celui sur la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Ceci en décomptant ceux sur l'Europe et la Nouvelle-Calédonie. Même en les comptant, le dernier référendum remonte tout de même à 14 ans et il n'y a eu que 9 référendums en 61 ans. La deuxième aberration est une aberration à contrario. Il n'a pas été tenu compte, en effet, que les mentalités ont considérablement changé, évolué, ne serait-ce qu'en 20 ans seulement,
depuis donc ce développement de l'Internet et des réseaux sociaux. Cela a fait évoluer les mentalités et les conceptions de la démocratie qui ont radicalement changé. Elles sont devenues totalement, ces mentalités et ces conceptions de la démocratie, participatives, interactives, contributives, à l'image, à l'instar de cet Internet et de ces réseaux sociaux. Elles veulent de la communication, du dialogue, du débat, de la codécision. Elle veut être interactive, donc. Elle veut être écoutée, entendue, consultée, c'est-à-dire participer, co-décider. Quant au référendum, qui est l'expression directe et souveraine de la démocratie, on a vu donc qu'il y a une carence totale depuis 50 ans. Et pourtant, on aurait pu faire depuis des lustres et facilement des référendums. Et non pas sur une seule question, comme l'ont fait les quelques-uns de l'histoire de la Ve République, mais sur plusieurs à la fois, c'est-à-dire des référendums groupés. Ceci grâce à l'ancêtre de l'ordinateur, dont la première programmation industrielle remonte à 1728, ayant servi aussi à accélérer le recensement national en 1890 aux USA. Je veux parler bien sûr de la fameuse carte perforée par pince, qui est simple et rapide pour décompter les votes groupés, puisque c'est une liste. Vous prenez une liste de 10 ou 20 questions. Sur le bord gauche, vous perforez par exemple les noms, sur le bord droit les oui, et donc il suffit après de les mettre dans un ordinateur pour décompter. Depuis donc 1789, les politiques sont donc les seuls à ne pas avoir su tirer profit ni du progrès, ni ensuite de l'évolution et la révolution Internet. Elles sont restées enfermées et enferrées dans des théories politiques avec ces notions de gauche et de droite, des théories devenues complètement désuètes, obsolètes, dépassées, et qui n'ont plus aucun sens, comme l'avait souligné Jacques Chirac voici déjà une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus favoriser telle classe au détriment de telle autre en 2019. Cela est totalement ridicule, surtout à l'époque de la libre circulation de tout, des personnes, des travailleurs, des capitaux, et à l'époque de la globalisation, de la mondialisation, du libre-échange, de la nouvelle économie, de la libéralisation économique. Sinon, la classe se sentant défavorisée, que ferait-elle? Eh bien, elle plierait bagage et irait ailleurs. Aujourd'hui, les capitaux, les personnes, les industries sont devenues totalement mobiles et vont bien évidemment là où est leur intérêt. Ceci, on l'oublie par trop souvent, d'où cet exode massif d'industriels, de patrons, de notables et d'artistes qu'a connu la France ces dernières années. Un exode massif des plus gros contribuables, rendant d'autant plus lourd aujourd'hui le poids de l'impôt contributif à payer par ce qui reste. Les politiques politiciennes et la lutte des classes de Karl Marx ont donc fait long feu depuis longtemps. Les Français exècrent aujourd'hui et rejettent donc toutes les racines du mot politique, comme on l'a vu dans les sondages, que ce soit la politique, les politiciens, les partis politiques, et rejettent aussi les querelles politiciennes qu'ils trouvent tout à fait stériles. Alors évidemment, 9 Français sur 10 est un véritable camouflet. Alors se pose la question de par qui et par quoi les Français veulent-ils remplacer les partis politiques et les politiciens. Apparemment par de bons gestionnaires pour créer de la richesse à partager plutôt que de partager la misère existante. Et manifestement, la France a besoin de cet élan d'optimisation et de libéralisation économique, car nous sommes franchement à la traîne, Paris étant seulement 37e place financière mondiale. Quand la vieille Angleterre a entamé sa libération économique en 1980, Londres est devenue aussitôt première place financière mondiale devant New York, première place bancaire mondiale, premier centre mondial d'art et d'enchères publiques internationales. Quant à la troisième place financière ex aequo, sur le podium, elle est détenue par une micro-ville, un micro-État d'à peine 700 km², qui est Singapour, et qui est quand même deuxième port mondial et premier PIB mondial par habitant. Un exemple de dynamisme commercial et de créateur de richesse qui manque à la France, car Paris n'est que 29e place mondiale de change, de cambisme, juste devant Casablanca au Maroc, et 37e place mondiale en matière d'attractivité des entreprises étrangères. Alors la France
n'a pas su s'adapter, là encore, à cette époque moderne. Il n'a pas su ni tirer avantage, ni prendre ses avantages de cette mondialisation. Nous sommes à un tournant où la société et les politiques doivent se remettre en cause et évoluer pour s'adapter au monde moderne. Dans une lettre de 6 pages que j'avais adressée au futur candidat Macron, dont je parlais dans l'émission numéro 1, j'avais anticipé cette crise des Gilets jaunes qui apparaissait déjà inexorable et les revendications actuelles dont le référendum d'initiative populaire, baptisé en fait référendum d'initiative citoyenne, ce qui revient au même, et lui avait suggéré des solutions non seulement pour les anticiper, les prévenir et les satisfaire, ces revendications, mais des solutions qui allaient même bien au-delà de ces revendications. Alors, voici cette lettre de 6 pages, où je commence effectivement par suggérer au candidat Macron d'être le seul à proposer de vastes consultations par Internet, de proposer le référendum d'initiative populaire, qui a été rebaptisé donc référendum d'initiative citoyenne, etc. Donc je lui suggère également les référendums groupés, et les référendums d'initiative populaire, et donc lui fait remarquer que la politique n'est plus adaptée à l'époque moderne. C'est une lettre de 6 pages, les surlignages bleus sont d'époque dans cette lettre. Nous avons donc 6 pages sur qui anticipe donc cette crise des Gilets jaunes, et donc il propose effectivement ces solutions, notamment cet outil, un outil permettant d'être à l'écoute des Français, mais même d'aller au-delà de ce référendum donc d'initiative citoyenne, un outil qui permet même à chaque Français de pouvoir émettre ses propres propositions de réforme, lesquelles, une fois sélectionnées par un jury populaire indépendant, sont soumises à un référendum national. Alors, à raison de 10 référendums groupés, sur lesquels on peut voter durant un mois, ou même une quinzaine, et pourquoi pas même seulement une semaine, pour en faire davantage dans l'année, c'est-à-dire jusqu'à 52 référendums groupés par an si nécessaire. Une semaine étant suffisant pour voter, puisque dans l'urne, on n'a qu'une seule journée. Alors, la France a donc un grand retard en matière de vote par Internet. Il est à souligner que même dans un petit pays comme l'Estonie, le vote par Internet existe depuis 2005, donc depuis 14 ans, et il présente 4 avantages. Le premier, c'est bien entendu un taux de participation bien supérieur aux urnes. Il est plus aisé, les Français hésiteront à aller faire la queue à 8h du matin un dimanche sous la pluie pour ne pas attendre trop longtemps pour voter. Ils hésiteront à sacrifier leur week-end ou leur réunion de famille. Et il est évidemment bien plus aisé, et les Français en ont pris le réflexe, de prendre son mobile et de voter depuis son lit ou depuis ses vacances ou son week-end en quelques secondes. Donc le taux de participation est évidemment, dans ce cas-là, bien plus élevé. Et le deuxième avantage, c'est que l'on a évidemment une sécurisation en matière électronique aujourd'hui qui est totale, qui est la plus sûre et la plus fiable, sans même avoir besoin de recourir à la signature électronique ou à d'autres instruments de sécurité comme la reconnaissance faciale ou oculaire ou les empreintes de l'irrigation sanguine digitale qui sont encore plus fiables. En Estonie, on utilise simplement l'identification par la carte SIM du téléphone, que l'on pourrait coupler en password, par exemple, avec tout simplement le numéro de la carte d'identité, c'est suffisant. C'est aussi un précieux instrument totalement inédit de légitimation pour le gouvernement dans toute décision prise sur la base de ce référendum.
qui n'existait pas, une légitimation qui n'existait pas jusqu'alors. Car de telles décisions prises, confortées par la volonté populaire ainsi préalablement exprimée, sont rendues alors totalement incontestables, puisque l'on sait que derrière, il y a ce fameux vox populi, vox dei, sur lequel tout gouvernement peut s'appuyer en toute force et en toute sérénité. D'autant plus incontestable que l'on sait qu'au besoin, cette volonté populaire peut être réitérée et officialisée, cette fois-ci classiquement par les urnes. Mais personne ne s'y risquerait, vu la fiabilité totale de ce vote. Et enfin, quatrième avantage, c'est un quadruple interface précieux entre le peuple et le pouvoir, puisqu'il permet aux citoyens, premièrement, de s'exprimer individuellement, deuxièmement, de voter ainsi sur des référendums permanents, laissant exprimer la volonté nationale, troisièmement, de formuler individuellement ses propres propositions de réforme, et quatrièmement, de les soumettre au vote si elles sont retenues par ce jury populaire indépendant de citoyens. Alors, y aurait-il une meilleure démocratie au monde? L'on voit que des systèmes les plus simples peuvent offrir la plus grande popularité et légitimité. Alors cette interface qui manquait, nous l'avons créée, c'est donc réformateur.com ou lesréférendums.com, en un seul mot. Nous l'avons créé parce qu'il est utile, parce qu'il est précieux, parce qu'il est opportun, et parce que, pour une fois, je n'avais pas été entendu, je n'avais pas été suivi dans cette opportunité. Chaque président français avait pourtant déjà appliqué des conseils préconisés, les transformant même parfois en réformes. Je suis tout de même conseiller spécial présidentiel ou gouvernemental de 2 États, dont l'un 5 fois plus important que la France. Angela Merkel, destinataire de la même lettre, les avait donc aussitôt appliquées quelques jours après dans son discours de Munich du 2 février 2017 sur la sécurité, comme je l'avais expliqué dans cette émission numéro 1, évitant ainsi les mêmes problèmes qu'en France qu'elle aurait connus, sinon systématiquement. Réformateur.com répond donc à une évolution indéniable de la société et des mentalités. Il est un modèle de démocratie qui fera date, mais fera aussi école partout ailleurs, puisqu'il est transposable dans tout État. En conclusion, l'on peut dire qu'en France, il y a un dysynchronisme et un déphasage total actuel, évident, entre d'une part les politiciens et citoyens, et même un divorce consommé, puisqu'ils ne vivent plus du tout chacun dans la même époque. Comme en témoigne d'ailleurs ce rejet camouflé des divers sondages d'opinion. La politique doit donc s'actualiser et se mettre au goût du jour pour se rapprocher des Français. Une conclusion en tout apolitisme, puisque réformateur.com est totalement apolitique. Bien entendu, voici là encore un sujet inédit et important, mais qui n'a été que survolé très brièvement, et qui mériterait, qui justifierait des émissions débat, d'être approfondies par des émissions débat et des émissions suivies de vote. Et là, je m'adresse aux différentes chaînes de télévision, de radio, puisque nous sommes prêts à les organiser et à les produire. Voilà, merci de votre attention, et puis à très bientôt pour ce sujet, effectivement, numéro 3. Au revoir.